Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose une petite présentation d'un ouvrage consacré à une réflexion plutôt d'essayiste sur la question de l'ésotérisme et des phénomènes de croyances collectives à l'époque contemporaine, dans un contexte, voilà, on va dire français, pour poser un peu le cadre. L'auteur du livre dont on va parler ce soir est un dénommé Thierry Jobard. Alors Thierry Jobard n'est pas chercheur, n'est pas sociologue spécialiste dans l'étude de la religion ou des phénomènes sectaires ou des phénomènes de croyances collectives. C'est un essayiste, c'est un intellectuel qui publie son premier livre, je crois, un tout petit livre de 87 pages intitulé Je crois donc je suis, le grand bazar des croyances contemporaines. Et sa base de réflexion, c'est son expérience personnelle en tant que vendeur dans un magasin de livres, j'imagine type Fnac Culture, hein, où il conseille des clients et il a remarqué l'attrait, hein, d'une partie non négligeable de la clientèle des lecteurs pour les rayons d'ésotérisme de ces magasins. Et c'est vrai que c'est un phénomène sociologique quand même extrêmement frappant de voir la place que prennent depuis toujours, enfin moi j'ai toujours connu ça, hein, les rayons ésotérisme slash développement personnel, parce que les deux sujets sont souvent un peu entremêlés, dans les librairies qui, comme hein, la Fnac quand même, hein, qui descend de la très honorable et très respectable anciennement Fédération nationale d'achat des cadres, hein, donc quand même la couche pensante, n'est-ce pas, de la population, hein, en théorie, hein, bien sûr, guillemets, guillemets. Et donc voilà, bon, qui consomme ces trucs-là? Donc c'est ce qui s'est posé un petit peu comme question. Voilà, donc c'est plutôt une réflexion libre, voilà, de quelqu'un qui n'est pas un chercheur spécialisé, mais qui nous fait part de ses réflexions sur le mode de l'essai, on va dire. Et ça pourra constituer une base, hein. Vous verrez qu'à la fin de ma lecture, je vous dirai que je ne suis pas complètement satisfait de ce qu'on apprend dans le livre, mais ça peut être une porte d'entrée pour se poser des questions de sociologie des comportements religieux contemporains. Alors, je lis un petit peu. Tous les libraires vous le diront, le rayon ésotérisme a connu un essor sans précédent. Un grand cru, voilà ce qu'il en est pour l'année 2021, comme l'annonce Livre Hebdo. L'année a été très bonne pour toutes les maisons d'édition du secteur, qui enregistrent une croissance à 2 voire 3 chiffres. Erol, qui publie aussi des livres de philosophie ou même de sciences, je crois, affiche un insolent 300% d'augmentation de ses ventes. Chez les éditeurs généralistes comme Hachette, une nouvelle maison d'édition rattachée à celle-ci a été créée, la maison Le Lotus et l'éléphant. Hein, on sent les consonances un peu orientalisantes et asiatiques qui accompagnent beaucoup la consommation de cette littérature. Nombre de titres sont parus entre octobre 2019 et février 2023, 250, soit plus de 6 ouvrages de ésotérisme par mois. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette recrudescence très spécifiquement conjoncturelle sur la période étudiée? Bon, je pense qu'il y a eu les années 2020 et suivantes, donc la période du Covid, panique collective, enfermement des gens qui ont plus de temps pour lire, retour à soi de gens qui étaient peut-être au chômage et qui s'interrogeaient sur le sens de leur vie. Ça les a déconnectés finalement du train-train quotidien. Et finalement, quid de la vie après la mort, ou qu'est-ce que je fais là dans le monde? Enfin bref, ça a pu pousser au questionnement et à la spiritualité intérieure, n'est-ce pas, hein. Mais c'est quand même une tendance longue, hein, puisqu'on voit qu'on a des maisons d'édition qui s'ouvrent et des ventes qui s'accroît dans un contexte général qui quand même, rappelons-le, n'est pas favorable à la lecture, hein, puisqu'on a régulièrement des enquêtes de l'INSEE ou d'autres organismes statistiques qui nous montrent que la lecture sur support physique, en tout cas sur le livre papier, a tendance à décliner chez les Français et de manière relativement régulière, hein, depuis les années 60-70. Donc, alors même que les Français ont tendance à moins lire, la lecture spécifiquement dans le domaine de l'ésotérisme augmente. Ça fait quand même que des signes positifs qui nous disent à quel point la société contemporaine se porte merveilleusement bien. Alors, je lis un petit peu. Outre ce qui relève de l'occultisme pur et des parasciences, entre parenthèses la chiromancie, la sorcellerie, la voyance, la numérologie, la cartomancie ou encore l'astrologie, on voit aussi se développer des livres ou de la littérature de thérapie dite alternative ou non conventionnelle, donc comment guérir par les plantes, comment guérir par les cailloux, j'imagine, hein.
Alors, des médecines dites ayurvédiques, les thérapies florales de Bach, le feng shui, la géobiologie, la lithothérapie, donc la thérapie par les pierres, me semble-t-il, la naturopathie qu'on ne présente plus, et qui a eu ses vedettes sur Internet, on ne donne pas de nom, mais tout le monde y pense. Donc toutes ces médecines soi-disant alternatives ont pour point commun de se vouloir complémentaires à la médecine traditionnelle, sinon en opposition à celle-ci. Voilà, on a tout un rayon, si vous voulez, de documents, de textes, de livres, de manuels, de contenus divers qui sont produits, qui couvrent un spectre qui va donc de l'ésotérisme aux médecines alternatives, en passant par l'étude de phénomènes dits paranormaux. Et on peut même trouver en général dans ce genre de rayon des trucs un peu adjacents, genre la littérature sur les ovnis ou la littérature sur les expériences de mort imminente, ou voilà, bon, des choses qui pourraient s'apparenter peut-être à de la médecine ou à des questionnements voilà, sur des sujets un peu annexes. Alors je lis. La quête spirituelle passe désormais par la recherche du bien-être, véritable signe des temps. Contrairement au temps jadis, on ne sauve plus son âme pour une après-vie, on sauvegarde son corps. Fini la pénitence, vive l'optimisation. Et nous retrouvons ici la greffe qui s'entremêle entre littérature ésotérique et littérature dite de développement personnel. Donc plutôt psychologie, guide pratique, comment bien s'organiser, comment gérer sa vie, être un bon manager de sa propre vie, n'est-ce pas? Le mouvement remonte à loin. Dès les années 1960, le sociologue allemand Thomas Luckmann a fait état d'une nouvelle forme sociale de religion guidée par le principe de la réalisation personnelle. Donc on a en fait une transformation des comportements religieux par rapport au temps passé qui se centre sur l'individu, ça s'inscrit dans une montée de l'individualisme des sociétés de consommation et post-consommation des après-30 glorieuses. Une quête centrée sur l'individualité, le soi, le bien-être personnel, ton corps et ton temple, et ainsi de suite. Qui s'oppose évidemment à une éthique chrétienne traditionnelle qui serait plutôt faite de dévotion, d'obéissance à l'autorité, de sacrifice de soi. Enfin, toutes ces valeurs-là semblent désuètes dans les aspirations qui sous-tendent les pratiques religieuses et ésotériques contemporaines. Quelque chose qui marche assez bien, c'est la croyance à la réincarnation, qu'on trouve parfois chez des gens qui sont censés être adeptes de religions qui ne professent pas ce dogme, mais tout est possible, j'ai eu l'occasion de le voir par moi-même. La réincarnation qui séduit de plus en plus de personnes n'invalide pas cette thèse générale, car elle est vécue comme une opportunité d'amélioration continue de soi. Et oui, on passe des niveaux grâce au cycle des réincarnations, donc on est dans le performance et le progrès continuel à chaque étape. L'individu et son intériorité déterminent le sens des expériences vécues et recherchées au détriment d'une transcendance ou d'un au-delà. Donc on a affaire à des spiritualités qui sont beaucoup plus égoïstes ou hédonistes, centrées sur le soi, la réalisation de soi. Tout à l'inverse de la tradition chrétienne de contrition, de péché et de pénitence, le soi est réhabilité corps et âme. Ton corps est ton temple, ai-je entendu dire une fois sur un ton de sotte componction. Objet de tous les soins et de toute l'attention, sa connaissance, donc la connaissance du corps, permettrait d'acquérir cette fameuse authenticité dont on nous rabat les oreilles. Authenticité du soi, donc intérieur, et authenticité des expériences, des autres, du monde, donc extérieur. Les deux s'accordent dans une évidence chaleureuse. Cette évidence étant par nature indémontrable, il faudra la ressentir au fond de son être ou faire comme si. Alors je précise, mais je pense que ça s'entend et dans le ton de l'auteur et dans le ton dont je narre le contenu de l'ouvrage, qu'il y a une certaine distance ironique vis-à-vis du phénomène étudié, qui s'inscrit dans une veine un petit peu voltairienne et anti-religieuse bien de chez nous. Voilà. Alors, quelques autres caractéristiques donc de ces spiritualités contemporaines qui ont leurs origines finalement en partie donc, dans cette contre-culture des années 60 qui nous a donné le New Age, donc ce mélange d'hédonisme, de référence à des traditions spirituelles asiatiques
Et puis, voilà, de développement personnel, de quête de réalisation personnelle. L'un des spécialistes donc du New Age, un dénommé Massigno Introvin, est cité dans l'ouvrage de Jobard et il nous décrit au centre de la vision New Age du monde un profond relativisme. Un relativisme à la fois épistémique, parce que finalement la science n'est qu'un discours parmi d'autres possibles, hein, c'est ce qu'on voit effectivement avec ces parasciences ou ces médecines alternatives. Et puis un grand relativisme au niveau des valeurs, voilà, on va tout tolérer, y compris les croyances finalement les plus baroques et les assemblages les plus étonnants. Ce relativisme soutient non seulement que chacun de nous a sa vérité, mais que chacun de nous peut littéralement créer sa réalité, dont il sera par conséquent autorisé à poser les critères de vérité et les lois. L'individu contemporain donc se dégage des appartenances collectives, des dogmes, des autorités, des églises ou des institutions officielles et établies pour fixer par lui-même ce à quoi il a envie de croire et d'adhérer. Quelques symptômes statistiquement mesurables de ces phénomènes de redéfinition finalement des croyances contemporaines. La croyance à un futur extramondain, donc potentiellement une vie après la mort ou un monde surnaturel, chez les plus de 18-34 ans est passée de 20% en 1998 à 32% en 2018. Donc c'est pas un ravage total non plus, mais on voit que les jeunes de moins de 34 ans, enfin les jeunes adultes entre 18 et 34 ans sont significativement plus nombreux, une dizaine de points de pourcentage, qu'à la fin du XXe siècle, à considérer que oui, il pourrait y avoir un monde surnaturel après la mort. C'est chez les non-diplômés, souvent dans les catégories populaires, que la progression de ces croyances est la plus forte, puisqu'elle atteint 67% sur la période étudiée. Donc il y a plein de manières d'interpréter le phénomène, hein, espoir personnel de salut ou d'accès à une réalité supérieure, irrationalité croissante, déclin des autorités scientifiques, enfin, voilà. Ça pose toutes sortes de questions finalement sur l'état des croyances dans la société. Alors jusqu'à présent j'ai beaucoup parlé de croyances, on peut peut-être donner quelques éléments de définition. Jobard nous dit: la croyance peut se définir comme étant liée à des représentations ou à des connaissances auxquelles on donne un assentiment. Donc il n'y a de croyance que là où il y a adhésion à un contenu. Hein, si je me représente une image mentale, je ne crois pas à quelque chose, je ne juge pas que quelque chose est vrai ou valable ou positif ou bien. Voilà, c'est ni un jugement de valeur ni un jugement de fait, c'est juste une représentation. La croyance inclut un assentiment. Alors effectivement, l'assentiment ou l'adhésion qu'on donne à un énoncé quelconque, ou un fait quelconque, ou un contenu quelconque, peut être très variable, hein. Ça peut aller de la présomption de probabilité très basse à la certitude totale que quelque chose existe ou est possible. Donc les degrés de certitude des croyances sont évidemment très variés. Donc après, évidemment, ça pose la question de savoir comment ranger, finalement, comment juger épistémiquement nos différentes croyances. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui différencie le fait de croire à un événement futur, par exemple, il fera beau demain, et le fait de croire que la chair et le sang du Christ sont présents au cours de l'Eucharistie? Les deux sont des croyances, mais semble-t-il, l'une n'est pas du même ordre que l'autre. L'une semble se référer à un fait surnaturel voilà, qui n'est pas vérifiable, comme pour l'être le temps de la méthode demain. Alors, il nous dit aussi Jobard, les croyances ne sont pas causées ou imposées de façon simple et directe par la société. Il faut qu'elles fassent sens pour l'individu qui se les approprie. Donc, il y a un processus d'incorporation des croyances. On va plus ou moins facilement adhérer à une croyance en fonction, par exemple, du fait qu'elle contredit ou pas des croyances qu'on a déjà. Il y a des biais en la matière en psychologie, des biais de confirmation, des choses de cet ordre.
Cependant, on pourrait aussi dire que on va plus facilement croire ou adhérer à des choses qui sont déjà crues par des gens qu'on estime fiables, des gens que l'on fait confiance, des gens qui sont proches de nous qu'on apprécie. Voilà. Donc on va chercher une certaine cohérence interne dans l'ensemble de nos croyances. La croyance s'oppose au doute, qui est un état de suspension de l'adhésion. On ne sait pas si on croit ou si on ne croit pas à la chose en question, on la met en doute. On peut aussi l'opposer à la certitude, qui est complètement sans aucun degré, hein, on est forcément totalement certain d'une certitude. Un certain nombre de philosophes, là il cite un petit peu les pragmatistes comme Peirce, mais on aurait pu penser à un autre philosophe anglais du 19e siècle qui était Clifford. Un certain nombre de philosophes qui ont travaillé sur la notion de croyance estiment que les croyances ont une dimension motivationnelle intrinsèque. C'est-à-dire que si vous croyez à quelque chose, ça vous dispose forcément à une certaine action ou à une certaine action possible dans un contexte qui se fonderait sur la présence de cette croyance. Autrement dit, les croyances ne sont pas simplement des contenus épistémiques, ou en tout cas qui portent sur la connaissance des choses ou la prétention de les connaître, mais ce serait aussi des moteurs d'action ou des éléments qui s'imbriquent à des attitudes passionnelles ou affectives qui disposent l'individu à agir d'une certaine façon. Le comportement est donc influencé par les croyances des individus, non pas simplement parce que ça discrimine entre ce qu'il estime être possible ou ce qui n'est pas possible, mais aussi parce que ça le pousse à faire certaines choses dans certaines circonstances. Donc avoir une croyance, c'est aussi adopter un certain comportement ou vivre une certaine expérience dans un contexte donné. Alors il cite un auteur contemporain, Jobard, qui s'appelle Sébastien Dieguez, et Dieguez a avancé un concept relativement à la philosophie ou la sociologie de la croyance, qui est la notion de croyance, mot très très moche, mais qui sert à désigner une certaine sorte de croyances que les individus ont, mais qui sont des croyances qui n'en sont pas vraiment, ou des simili-croyances. Je trouve le terme de simili-croyance moins moche que celui proposé par l'auteur. Donc en fait, il y aurait une classe de croyances possibles qui sont des croyances auxquelles les individus n'adhèrent pas vraiment, ou alors seulement de manière intermittente, un petit peu comme une lumière qui clignoterait. Donc ces simili-croyances possèdent le fait d'être conscientes, volontaires et choisies, donc ça les oppose à des préjugés ou à des choses acquises par l'individu sans qu'il en ait vraiment conscience. Ce serait un type de croyance qui découle d'un choix déjà. Et de plus, ce ne sont pas des croyances qui prétendent refléter un état du monde. Par exemple, je peux croire que le soleil est dans le ciel ou que le soleil se lèvera demain, ça se réfère à des faits. Les simili-croyances ne sont pas dirigées vers le réel, mais elles tendent à être autoréférentielles. Elles tendent à être des croyances qui ont un effet d'affichage, en fait. C'est-à-dire, je dis que je crois à une chose, non pas parce que je me réfère vraiment à un état du monde, mais parce que je veux que les autres sachent que j'adhère à une croyance donnée. Alors du coup, on pourrait se demander si c'est vraiment des croyances et pas juste une espèce d'énoncé verbal qui servirait à créer de la reconnaissance entre des groupes. On pourrait questionner la pertinence d'une telle catégorie, ou est-ce qu'il existe vraiment un type de croyance qu'est la simili-croyance. Je lis un petit peu. Donc la croyance n'est pas dirigée vers le réel, mais tend plutôt à être orientée sur elle-même, sur le fait que nous l'avons et pouvons le faire savoir aux autres. Les croyances sont fluides et évoluent selon les besoins et relèvent non de la nécessité mais de l'arbitraire. Elles sont souvent simplement déclaratives sans rapport avec l'activité quotidienne. Donc ça, c'est des trucs qui ne changent rien à notre vie mesurable, mais voilà, il est très important de savoir que moi, je suis néo-païen, voilà, je vénère la nature,
Ça se traduit par aucun comportement observable la plupart du temps en tout cas, mais ça permet de se distinguer en étant du groupe de ceux qui disent qu'ils ont cette croyance. Donc les croyances ou simili-croyances sont volontaires et conscientes. Ce ne sont pas des choses qui nous viennent spontanément à l'esprit parce qu'on les a déjà entendues quelque part et qu'on les répète sans les avoir inventées nous-mêmes ou sans nous les être appropriées. De plus, les simili-croyances sont fortement liées à des sentiments sociaux de fierté, d'authenticité, de morale, d'antagonisme ou de honte, tandis que les croyances évoquent des affects épistémiques comme la surprise, le regret ou la confiance. Donc il y aurait des sortes de croyances ou de semi-croyances qui visent pas tellement à connaître les choses et à ne pas être surpris par des états du monde, mais à se sentir faire partie d'un groupe, manifester son adhésion à des croyances de groupe, à des énoncés de groupe. Voilà, on est le groupe de ceux qui vénèrent le dieu tortue. Bon. Les simili-croyances ne se soutiennent que d'elles-mêmes. Elles appliquent le vieux schéma de la pensée positive, tel qu'il a été asséné par exemple par Norman Vincent Peale. Il faut visualiser la réalité désirée plutôt que il faut visualiser la vérité désirée, plutôt que la réalité. Donc il faut y croire parce que c'est en y croyant que ça va se réaliser ou que ça prend du sens. En substance, c'est à force de vouloir que les choses arrivent qu'elles arriveront. La puissance de la volonté changera la réalité. Et quand on veut, on peut en fait. On voit le lien avec tout ce qui est littérature de développement personnel qui met l'accent sur le fait que la vie de l'individu va changer par ses propres efforts de rectification de son comportement, d'adaptation de son régime alimentaire, d'exercices sportifs réguliers, d'habitudes de rangement efficaces et de bonnes relations avec autrui qui vont lui permettre de retrouver amour, gloire et beauté et travail. Probablement. Cette déconnexion du réel, puisque c'est des croyances qui ne se réfèrent pas à des faits, peut conduire à la détresse ceux qui imputeraient à la faiblesse de leur volonté l'insistance avec laquelle celle-ci demeure imperturbable en dépit de leurs vœux pieux. Donc on a affaire à des spiritualités qui mettent fortement l'accent sur la capacité de l'individu à se changer lui-même, à façonner la réalité par sa propre volonté. Il y a un très fort volontarisme ou croyance dans la capacité de l'individu à transformer sa situation par ses propres efforts, avec l'aide du manuel quand même et du supplément numérique que vous pourrez trouver dans la description, pour 5 €. Alors, le fait qu'il y ait autant de consommateurs de littérature qui ne s'appuient pas sur des savoirs scientifiques établis et qui peuvent sembler quand même relativement douteuses ou fantaisistes à quelqu'un qui ne se fournirait pas dans cette partie-là des FNAC, c'est l'indice, nous dit Jobard, du fait que le besoin de croire perdure au-delà de la rationalité et de l'utilitarisme général de nos sociétés. Mais si auparavant ce besoin de croire était donné d'office et satisfait dans un cadre familial et social, l'autonomie de l'individu, réfractaire à toute parole d'autorité, lui enjoint désormais de trouver seul son chemin spirituel. Donc en fait, le New Age et les bricolages contemporains que les individus font de croyances diverses auxquelles ils adhèrent plus ou moins pour des périodes plus ou moins longues, et puis quand ça ne marche pas, ils ont envie de changer comme ils changeraient de crème hydratante, c'est finalement la conséquence du processus de modernisation qui a atteint un des secteurs de la vie sociale qui avait quand même plus ou moins résisté jusqu'au milieu du XXe siècle, qui est le secteur de la religion. À présent, la religion n'existe plus trop comme fait collectif, sauf dans des minorités organisées, mais il y a toute une part de la société qui adopte des comportements et des pratiques religieuses dans un cadre intimiste, individuel, privé, à l'écart du regard et du jugement d'autrui, et pour des fins purement individuelles qui ne sont pas tellement le salut de l'âme, mais plutôt l'amélioration de soi grâce à la puissance de la magie, n'est-ce pas, et de la sorcellerie. Alors le fait qu'on a affaire à des individus qui ont des semi-croyances ou des croyances dont on peut douter qu'ils y croient vraiment, ce qui les rend étranges, c'est le fait que Jobard nous dit que dans ses échanges avec ses clients du réseau ésotérisme, je cite, « Quand je manquerai après moult précautions de leur recherche de son objet, de son but, de ce qu'il ou elle en retirerait,
la même réponse revenait souvent: «Ouais, c'est juste comme ça pour m'amuser» ou bien «c'est juste pour voir, pour le fun». Alors ça pourrait être du déni ou de la honte sociale, compte tenu du fait que ce ne sont pas justement des croyances, admises ou validées, largement. Ça pourrait aussi être l'indice qu'on a affaire à des individus qui ne croient pas vraiment à ce qu'ils achètent et à ce qu'ils, font avec, ces pierres magiques ou ces cartes de cartomancie. Mais, on ne sait jamais, c'est pour voir, voilà. On va voir si ça nous fait du bien et si ça améliore notre vie. Donc on a affaire à des croyances par intermittence, à ce que l'auteur appelle une mollesse du croire. On y croit, mais un petit peu et pas dur comme fer et pas forcément très longtemps et des fois on change, quoi. Donc cette espèce de revival du New Age qui se développe en France et dont on a vu les chiffres de vente et les sondages qui le confirment comme phénomène, qui se développe notamment chez les jeunes adultes, prend son sens, nous dit l'auteur, dans un mouvement bien plus général de désinstitutionnalisation et de désaffiliation lié à la perte d'influence des religions traditionnelles, hein, puisque le catholicisme, par exemple en France, qui était encore une religion majoritaire au début du XXe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle, on est rendu au stade où on a 2% de Français qui vont à la messe le dimanche de façon régulière. Donc c'est devenu tout à fait marginal, même s'il existe des concurrents à cette religion, mais c'est quand même quelque chose qui a beaucoup régressé. Donc il s'est produit l'ouverture d'un marché des biens du salut avec une forte concurrence finalement sur le secteur du religieux, qui accompagne cette autonomie des individus, cette volonté de décider par eux-mêmes de ce à quoi ils croient et de comment ils pratiquent, une psychologisation des contenus spirituels, c'est-à-dire qu'on adhère beaucoup moins à des dogmes qu'à des choses qui pourraient marcher pour toi mais pas pour quelqu'un d'autre, ou qui s'inscrivent dans un chemin de vie, hein, voilà, circonstanciel, localisé et individualisé. Il souligne la contradiction apparente entre un long désenchantement du monde qui caractérise la modernité depuis quasiment le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, et un retour du religieux au cours des années 1980 qui a surpris bien des observateurs, l'islam radical en étant la forme la plus spectaculaire. À cela s'ajoute, dans les phénomènes qui ont pu, qui participent à faire de notre époque une période difficile à cerner, à cela s'ajoute le triomphe de la raison technicienne et l'arraisonnement du monde qui s'est qui est causé par l'exploitation capitaliste, et de l'autre côté la prise de conscience des dangers vitaux pour le vivant. Donc effectivement, on vit une période de mondialisation économique, de modernisation technique. Les technologies modernes se sont infiltrées dans nos vies comme jamais auparavant. On a tous un smartphone, on a tous des ordinateurs au quotidien. Le monde semble d'un certain côté plus rationnel que jamais, et on tente de le rationaliser de plus en plus, de supprimer l'imprévu, de faire que la moindre chose soit bien paramétrée et organisée. En même temps, on voit que ça a des conséquences sur le milieu naturel qui amènent à douter de ce modèle productiviste et industriel. Et puis ça ne répond pas forcément à cette maîtrise croissante du monde par la technique et par l'économie de marché capitaliste mondialisé. Ça ne répond pas forcément bien aux attentes de sens des individus, si ce n'est qu'il y a un marché où on va pouvoir leur vendre des contenus qui répondent à des attentes de sens. Des valeurs qui vont répondre à des attentes de valeurs qualitatives et pas une simple accumulation d'argent dans la vie économique. Face à une modernité essentiellement occidentale, accusée de tout niveler, tradition, valeurs, appartenance, et de faire perdre les repères existants, émerge le besoin de retrouver ancrage et certitude. Alors que la part d'utopie, reprise un temps à son compte par la politique, s'affaiblissait avec le refus de l'idée communiste et l'installation de la vision gestionnaire du néolibéralisme, la tolérance vis-à-vis d'autres formes de religiosité s'est fait jour. Donc on est dans un processus que, s'il fallait dater, il aurait déjà ses origines dans les années 60, mais il a bien connu un coup d'accélérateur, je pense, à partir des années 80, qui sont des années de très grand désenchantement politique, avec la gauche, Parti socialiste français mitterrandien au pouvoir, qui se convertit à l'économie de marché, plus ou moins, et en tout cas qui abandonne clairement l'horizon du dépassement du capitalisme.
Les espérances politiques s'étant effondrées avec le mur de Berlin, il ne reste plus qu'à trouver le salut par des expériences individuelles et donc une certaine religiosité diffuse qui est investie par les individus de leurs attentes de sens et de leurs espoirs. Alors, parmi ces différents discours New Age ou ésotériques contemporains, on a le chamanisme qui se porte très bien. Au sens strict du terme et qu'on peut étudier par l'ethnologie, le chamanisme se rencontre dans les systèmes de peuples qui partagent les traits suivants. Ce sont des peuples qui ont de fortes traditions de chasse, une faible démographie, une organisation égalitaire et une absence de pouvoir central, et on pourrait trouver des pratiques de type chamanique dans certaines régions rurales de Chine, de Mongolie, d'Asie centrale, mais aussi dans certaines sociétés primitives un petit peu isolées du monde, d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, ou ailleurs. Le chamanisme semble donc complètement incompatible avec la société moderne, puisqu'il se fonde sur une organisation économique et sociale traditionnelle et totalement différente de nos sociétés modernes urbanisées, avec un très grand nombre d'individus qui vivent ensemble. Cependant, il y a des éléments du chamanisme qui sont extraits finalement de leur contexte culturel d'origine et transplantés pour répondre aux besoins de consommateurs de contenus ésotériques en Occident, ce qui donne ce qu'on peut appeler un néo-chamanisme ou un chamanisme New Age, si vous voulez. Souvent, ce sont des représentations ou des discours voilà, sur le chamanisme qui mettent l'accent sur l'idée d'une fusion de l'individu avec la nature. Voilà, les peuples sauvages seraient plus proches de la nature que nous, ils n'ont pas nos défauts, et ils ont compris des trucs, tu vois, sur la spiritualité que nous, on n'a pas compris. Donc, il y a le développement de toutes sortes de mouvements qui visent à commercialiser la bonne parole chamanique. Jobard parle ainsi d'entrepreneur en chamanisme, le plus connu étant Michael Harner avec sa Foundation for the Shamanic Studies, et un dénommé aussi Carlos Castaneda. Ici comme ailleurs dans le New Age, les stages payants ont remplacé les projets communautaires. Donc effectivement, il y a une mutation aussi des spiritualités alternatives qui étaient souvent associées à des valeurs contre-culturelles et contestataires ou libertaires dans les années 60-70, avec le mouvement hippie aux États-Unis, qui essayaient souvent greffer plus ou moins à des mouvements écologistes radicaux, féministes, à des mouvements communistes, à des mouvements de contestation de la société capitaliste et du marché, avec des degrés, mais plus ou moins. Cet aspect contestataire a très fortement disparu au profit d'un côté entrepreneurial où l'individu finalement va s'améliorer soi-même, gagner des capacités, des compétences qui seront évidemment vendables plus tard sur le marché, mais ça c'est pas ce qu'on... l'individu va s'améliorer lui-même et donc l'aspect contestataire de ces courants New Age a un peu disparu dans les eaux glacées du calcul égoïste, comme disait Marx. Toutes ces tendances ésotériques mettent en avant des éléments irrationnels qui permettraient l'accès à la vérité des choses, par parfois des expériences mystiques, la méditation ou la prise de substances alternatives, même si c'est quand même un petit peu moins à la mode que dans les années 60-70, parce que justement l'accent est mis sur le bien-être et la préservation de la santé et du corps des individus. Donc, le chaman fascine, tout comme le poète, l'artiste, le voyant, qui fascinait les romantiques, car c'est une figure du voyage entre deux mondes. Et oui, hein, il a un œil dans l'autre monde, il marche entre les mondes, donc il permet d'aller de celui-là vers l'autre, vers les réalités spirituelles. Il y a une réactivation dans ces discours autour du chamanisme de la figure du bon sauvage, le mythe du bon sauvage, voilà, qui n'est pas corrompu par la civilisation moderne. Donc, même si les aspects contestataires des spiritualités New Age ont très fortement décliné, il reste quand même un petit peu quelque chose de ça, ou en tout cas il reste une sorte de romantisme diffus, l'aspiration à renouer avec des spiritualités orientales et des sociétés primitives, marque quand même en creux un certain malaise ou un certain décalage de l'individu contemporain vis-à-vis de la technoscience, de la mondialisation économique, d'autres valeurs voilà, compétitives liées à l'économie de marché.
Alors, le chamanisme, ça peut rapporter gros en fait, hein. Ça peut être un business, au service, d'une forme de développement personnel, mis au service des organisations, donc une nouvelle forme de management par le chamanisme. Ainsi, par exemple, la société de coaching Wakan, établie en Suisse, a lancé son nouveau programme de formation pour la profession chaman d'entreprise. Selon la brochure de présentation, le chaman est celui qui lit les informations intangibles ou invisibles et les ramène pour servir sa communauté. Par extension, quelle extension dis donc, le chaman d'entreprise lit et ramène les données et dynamiques subtiles ou cachées pour les transmettre à ses clients, coach, équipe ou organisation, les aidant à anticiper et à décider. Hein, ça, je ne sais pas si tu y avais pensé comme job Ada plus tard, mais chaman d'entreprise, ça jette quand même sur une carte de visite. Qu'est-ce qu'on en fait des belles choses par extension, quand même, du chamanisme d'entreprise? On voit comment le zozotérisme, selon l'heureuse formule de l'auteur, imprègne désormais notre société, y compris le monde professionnel, censé être celui de la rationalité et de l'efficacité. Et on pourrait mettre ça en relation avec ce que Luc Boltanski et F. Chapalow avaient appelé en 1999 le nouvel esprit du capitalisme. Un capitalisme qui, parce qu'il s'est tertiarisé, parce qu'il cherche à mobiliser les passions des individus, leur implication personnelle dans des relations interpersonnelles avec des clients, etc., eh bien, a besoin d'un enrobage, voilà, de cool, de détente, de relations égalitaires, de refus de la hiérarchie explicite, et de prise en compte du bien-être des collaborateurs, n'est-ce pas, qui sont essentiels, n'est-ce pas, à la réussite du projet, hein, de l'entreprise. Toute cette rhétorique managériale peut se greffer sur justement des croyances irrationnelles qui mettent un petit peu d'âme, hein, dans cette machine qui serait si froide sinon, hein. Alors cette recherche des signes invisibles qu'il faudrait capter, en fait, par certains côtés, donc les spiritualités New Age peuvent sembler indiquer une forme de fuite ou de malaise vis-à-vis des valeurs de la société capitaliste, mais par un autre côté, et le chaman d'entreprise en est une figure, c'est une tentative de combler les vides ou les insuffisances de la rationalité technique ou économique par d'autres moyens, des moyens surnaturels. Car s'il est une chose que la société contemporaine, moderne ou postmoderne ne peut pas tolérer, une chose face à laquelle toutes les énergies sont déployées, toutes les ressources mobilisées, c'est bien l'imprévu. Notamment dans le domaine de la logistique et du transport, mais de façon générale, les organisations n'aiment pas l'imprévu. L'imprévu, l'inattendu, l'aléa, l'accidentel, le fortuit, autant de termes pour désigner la grande menace. La quantophrénie, la manie de tout calculer, chiffrer, programmer, relève selon moi de la même pulsion de contrôle que celle qui consiste à réduire le hasard à la mauvaise lecture de signes. Donc on serait dans des sociétés où il y a une tendance à vouloir contrôler de plus en plus les choses grâce au big data, au contrôle de qui circule quand, à quelle heure, et qui fait quoi, qui est où. Bon. Et cette volonté de contrôle, bon, et bien effectivement, elle se heurte forcément à des limites et à des impossibilités, parce que personne n'est omniscient et omnipotent. Donc, pour combler finalement les ratés ou les limites de la rationalité technique ou économique, eh bien, recours au chaman d'entreprise, celui qui va ajouter une couche de lecture supplémentaire, celui qui va voir les signes invisibles de ce qui ne se passe pas bien dans les organisations. C'est notre nouveau mythe de Sisyphe, écrit l'auteur, tout faire pour contrôler un monde qui se dérégularise de plus en plus dans l'économie de marché. Et ce monde-là ne laisse pas nos subjectivités intactes. Alors, outre le chamanisme d'entreprise, l'une des moyens de percer, de se manifester dans la vie sociale pour les croyances New Age et l'ésotérisme, c'est les développements de certaines écoles alternatives, hein, qui ont des pédagogies alternatives, qui fait aussi la pensée du point de vue sémantique aux médecines alternatives, hein, vous voyez que ça se tient un peu quand même. Et il cite dans son ouvrage le cas de l'anthroposophie, un courant ésotérique venu de l'Allemagne du début du XXe siècle. Entre parenthèses, l'Allemagne de la fin du XIXe et du début du XXe siècle est un concentré de sectes et de tendances
ésotériques diverses qu'on retrouvera jusque dans le mouvement hitlérien, parce que c'est une société en voie de modernisation accélérée, qui le subit et qui le vit assez mal, où les religions traditionnelles reculent, et où il y a de fortes attentes spirituelles et de sens qui mènent à la formulation de toutes sortes de tendances et de groupes sectaires divers. Et l'anthroposophie est l'un de ces courants qui a survécu jusqu'à nos jours en gommant plus ou moins, encore que pas toujours, ses origines racistes, mais qui touche un mouvement d'écoles privées hors contrat contemporain, qui sont les écoles Steiner-Waldorf, décrites par un chercheur contemporain malais comme une discrète internationale de l'ésotérisme. En France, ces écoles jouissent de la considération ingénue de tous ceux qui font montre d'un mépris souverain vis-à-vis de l'école publique républicaine. L'anthroposophie ne relève pas du New Age, mais elle en est une des sources, de même que la théosophie. Outre une pédagogie alternative qui fait déjà l'objet de multiples signalements pour dérives sectaires, elle s'inspire également de l'agriculture biodynamique, un grand domaine de la connerie organisée, qui nous a été notamment vendu par M. Pierre Rabhi, qui nous a débarrassé de sa présence, mais qui est encore présent malheureusement sous forme de produits dans les magasins de développement personnel. Voilà, ces bouquins sur l'agriculture biodynamique. Et cette anthroposophie, elle fait connaître ses idées par l'intermédiaire d'une marque de produits cosmétiques, les cosmétiques Velleda, paraît-il. Le but de l'anthroposophie est de régénérer spirituellement ses membres. Homéopathie et injonctions diverses, notamment l'iscado, une préparation à base de gui censée agir sur les tumeurs cancéreuses, s'ajoute aux pratiques divinatoires. Voilà, donc on nage dans l'irrationnel et l'ésotérisme, et ça influence certains secteurs qui sont en rupture vis-à-vis de la société globale et qui peuvent être amenés à souhaiter rester entre eux par l'intermédiaire d'écoles hors contrat. Donc c'est un problème quand même qui interroge parce que, rappelons que les enfants ont des droits, et notamment le droit à une scolarité qui les prépare à la vie dans la société normale. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre d'intéressant dans le bouquin ? Oui, donc on était sur la question de l'ésotérisme, on a parlé des écoles Steiner-Waldorf et de la question de la dérive sectaire. C'est un paradoxe finalement de cette désorganisation des églises et des affiliations traditionnelles, des organisations de masse, la disparition des partis politiques de masse, la disparition des syndicats de masse qui ont organisé toute une part de la vie sociale française au XXe siècle, la plus grande liberté ou la plus grande indépendance des individus dans la société contemporaine du XXIe siècle ne laisse pas a comme paradoxe, si vous voulez, que certains individus vont rechercher à reformer des groupes, à lutter contre le sentiment de solitude, dont on rappellera par ailleurs qu'il a été déclaré grande cause nationale il y a quelques années en France. Un Français sur 3 estime souffrir de solitude de manière chronique. Donc les individus cherchent aussi finalement à recomposer des groupes, et dans certains cas, on passe d'un individu désaffilié sans organisation collective à un individu qui se fait embrigader dans des groupes sectaires. En France, selon les rapports de la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, on a une prolifération croissante finalement des signalements et des rapports sur le sujet, puisque cet organisme a été saisi 4020 fois en 2021, soit une progression de 33,6% par rapport à 2020, une augmentation de 44% par rapport à la tranche 2018-2021 et une augmentation de 96% par rapport à 2015. Donc finalement, si on fait la période 2015-2021, 96% de sollicitations supplémentaires de cet organisme de lutte contre les dérives sectaires. Donc il y a des petits groupes sectaires un petit peu partout dans la société qui sont plus souvent signalés qu'avant. C'est pas dire qu'avant il n'y en avait pas, ou peut-être qu'avant on s'en préoccupait moins, mais bon, voilà, ça peut être un des signaux faibles d'une montée de l'irrationnel dans une partie de la société.
Le discours ésotérique ou les discours ésotériques, parce qu'ils s'appuient voilà, sur des modes de cognition qui refusent les savoirs institutionnalisés, la science officielle, les médias ou les autorités officielles, peut connaître des greffes avec d'autres systèmes de croyances alternatifs que seraient les croyances de type complotiste. Thierry Jobard nous dit que ce contre-discours de l'ésotérisme est placé sous le signe de la méfiance vis-à-vis du politique, des médias et de tous les discours institués. Et rappelons que les Français, dans les sondages qui se suivent les enquêtes d'opinion, font quand même de façon générale de moins en moins confiance à leur classe politique et aux médias. Non sans raison, voilà, je pourrais ne pas forcément leur donner tort, surtout sur la confiance qu'on doit à un certain nombre de médias. Voilà, sont très très critiquables dans leurs procédés et leurs œillères ou leurs partis pris idéologiques voilà, qui font que c'est pas forcément, on n'a pas forcément envie de leur donner tort. Mais on n'a pas forcément envie de leur donner raison s'agissant de la recherche de médias ou de sources d'informations alternatives. Donc il insiste à nouveau sur le choc ou le contexte favorable de la pandémie du Covid-19 qui a enfermé les gens chez eux et favorisé de la paranoïa collective, la critique de l'establishment, des élites voilà, qui font n'importe quoi, qui ne savent pas gérer les choses et qui nous mentent et qui nous... donc une moins grande confiance dans les institutions et les organismes médiatiques qui peut favoriser aussi chez les individus le recours à des sources d'informations alternatives et à des croyances irrationnelles de type ésotérique. Alors, cependant, il ne faut pas avoir une vision des choses trop sombre parce que ce qu'attendent la plupart des consommateurs de littérature ésotérique et de pratiques qui s'y rattachent, voilà, le tarot, la divination, etc., c'est surtout un réconfort, un soutien d'ordre émotionnel, une pratique émotionnelle et psychologisante, corporelle et ludique, bienveillante et connectée. Il s'agit d'être connecté à ses émotions, à la nature, aux arbres, à l'univers, à son enfant intérieur et surtout à soi-même. Donc, voilà, une sorte de soin, hein, de dimension de sanitaire ou de préoccupation de soi, de sa santé, de son bien-être, qui est quand même très présente dans le discours ésotérique contemporain, et ça le démarque quand même de traditions ésotériques plus anciennes qui s'intéressaient peut-être à découvrir les mystères cachés de la Bible, de sources religieuses anciennes, ou qui cherchaient des formes de pouvoir via la révélation de mystères, ou de... Voilà. Bon, on pourrait faire toute une histoire finalement des grandes thématiques de la littérature ésotérique et des séquences qu'elle a eues au cours du temps. Là, on voit bien que c'est un ésotérisme de marché qui répond aux attentes du consommateur lambda, et ce sont des attentes qui sont en fait finalement relativement banales. Alors un dernier point sur lequel, qui aurait aussi pu être celui par lequel j'aurais pu commencer, hein, je m'excuse pour la présentation de mes notes parce que voilà, c'est pas forcément extrêmement suivi dans la présentation. Un point qui m'a un petit peu frustré, qui est quand même important pour comprendre finalement qui sont les consommateurs et les diffuseurs de l'ésotérisme, c'est de faire un petit peu la sociologie de ce public-là. Alors de ce point de vue, le livre de Thierry Jobard reste insatisfaisant. On ne peut pas non plus lui reprocher, au sens où c'est pas un chercheur, il n'a pas les moyens d'un état derrière lui pour faire une véritable sociologie du phénomène. Et puis ça pourra certainement être complété ultérieurement quand j'aurai lu d'autres articles ou d'autres ouvrages de sociologie religieuse contemporaine. Mais voilà, on aimerait quand même en savoir plus sur qui sont socialement, statistiquement, les consommateurs. Hein, quel est le personnage principal, enfin, quel est le profil type hein, du consommateur du rayon ésotérisme de la FNAC. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on aimerait comprendre pour mieux cerner les raisons de ces phénomènes. Alors, on a parlé de la popularisation de croyances à un autre monde chez la tranche 18-34 ans, et ce qui est marquant, selon l'auteur, dans le public qui va acheter des produits liés à l'ésotérisme, parce que ce ne sont pas forcément des livres, ça peut être toutes sortes de produits dérivés, d'objets, etc., de goodies, j'ai envie de dire, c'est qu'on a surtout affaire à des adeptes qui sont jeunes. Donc, la consommation d'ésotérisme touche surtout des jeunes.
Il y aurait là, nous dit l'auteur, un effet générationnel combinant soucis écologiques, désarroi face au marché de l'emploi et tentative de réenchantement d'une société de consommation qui serait vaine. Cet aspect des choses n'est pas à négliger. On sait par ailleurs que l'adolescence, qui ne cesse de se prolonger, les adolescents ou le fait que la rupture, les grandes ruptures symboliques, mariage, mise en couple, logement autonome, travail à vie, etc., qui scandent traditionnellement l'avant de l'après de la jeunesse, sont reportés dans le futur, sont plus compliqués, avec la cassure avec la période où on n'est pas encore vraiment adulte et moins nette. Donc l'adolescence qui ne cesse de se prolonger est une période où l'affirmation de soi passe par des désirs d'opposition et le recours à des références partagées entre pairs. Il est de bon ton de vilipender le système pour mieux s'y insérer ensuite, ce qui s'apparente à une crise d'adolescence socialement tolérée. Donc le fait de s'inscrire dans tel ou tel mouvement ésotérique, voilà, la team des néo-païens, la team des Wicca, la team des ceci, la team des cela, ça peut être un moyen de recréer du lien avec des gens, de se distinguer d'autres groupes, et puis de rigoler autour de croyances auxquelles on ne croit pas forcément tant que ça, mais on pratique quand même parce qu'on ne sait jamais. Alors je ne l'ai peut-être pas reproduit dans mes notes, mais il me semble que Thierry Jobard insistait sur le fait que, outre la surreprésentation donc, des jeunes, il y a une surreprésentation des femmes qui est très marquée dans la consommation de produits liés à l'ésotérisme. Ce qui n'est pas forcément très étonnant compte tenu de thématiques qu'on a déjà mentionnées, comme le souci de la sensée, de la réalisation de soi. Voilà, bon. Donc il y aurait peut-être 75 à 80% des consommateurs qui seraient des consommatrices. Par ailleurs, je ne l'ai pas renoté, j'aurais dû, mais il fait des remarques très intéressantes dans son livre sur le fait que il y a tout un public des vendeurs, si vous voulez, ou des offreurs de services ésotériques, donc ceux qui vont vous vendre des contenus de formation, des produits, des suivis personnalisés ou des je sais pas quoi, qui sont des personnes plutôt de classe moyenne, qui auraient fait des études plutôt marketing, commerce, et qui à un certain moment donné vont reconvertir en fait leurs compétences professionnelles vers des boutiques en ligne, des conseils personnalisés, et donc il y a un réinvestissement de compétences dans le champ de l'ésotérisme par tout un public qui vient du domaine marketing-commerce. Et c'est un paradoxe intéressant au sens où on pourrait se dire ces deux mondes qui a priori n'ont rien à voir, celui des valeurs quantitatives et marchandes et puis celui de la spiritualité. Et pourtant, il montre la prégnance des gens qui sont des vendeurs d'ésotérisme. Voilà, beaucoup sont des femmes en l'occurrence, ou des hommes, beaucoup sont des femmes, qui viennent de formations plutôt orientées clients, et qui vont réutiliser les savoirs qu'elles ont appris pour vendre ça complémentairement à une autre activité professionnelle d'écrivain ou d'autres activités possibles. Ou parfois c'est à temps plein selon le succès qu'ils peuvent rencontrer dans leurs activités liées à l'ésotérisme. Donc c'est intéressant aussi sociologiquement de voir qu'il y a une partie spécifiquement identifiable quand même de la société qui va être du côté des promoteurs ou des vendeurs de ces croyances ésotériques. Alors ça, c'est des remarques sur l'offre, puis il y a la demande quand même. Il y a les gens qui consomment l'ésotérisme, qu'est-ce qu'ils en attendent, et est-ce qu'ils en attendent vraiment la même chose selon leur classe sociale. Alors c'est là où on peut introduire des différences. On a dit que ces croyances surnaturelles étaient particulièrement présentes dans les milieux de classe populaire. Cependant, moi je pense quand même que les gros bataillons des acheteurs sont aussi à chercher dans la classe moyenne, parce que c'est quand même des dépenses somptuaires, quoi. Quand vous achetez des pierres colorées à 15 euros, j'invente, mais c'est quand même des dépenses superflues. Donc je veux bien croire au phénomène de compensation chez des gens qui sont pauvres et qui achètent ça parce que ça les rassure, et qui sont plus ou moins les mêmes qui achètent des billets de loto parce qu'ils espèrent. Mais il y a quand même, à mon avis, de gros bataillons des clients de l'ésotérisme qui sont plutôt à chercher dans des classes moyennes, avec un certain niveau de diplôme quand même,
mais pas forcément dans des matières scientifiques, ou alors quand c'est dans des matières scientifiques, c'est parce qu'ils ne trouvent pas dans ces matières-là, sciences dures, voilà, du sens à leur vie, ou que ça les rassure pas dans l'existence. Enfin, bref, il y a quelque chose qui manque sur le plan qualitatif. Alors, donc un peu de sociologie des clients, en les différenciant selon leur position sociale. On ne cherche pas la même chose selon sa position ou ses ambitions sociales. Véronique Altglas a pu ainsi étudier le cas de deux membres du centre de la Kabbale qui prêchent la réinterprétation de la mystique juive à des fins de développement personnel. La Kabbale, c'est un ensemble de textes du Moyen-Âge juif qui vise à interpréter voilà, différents aspects de la religion juive sous une forme voilée et allégorique en cherchant des sens cachés dans les textes, hein, voilà, de la mystique juive. Dont le but, c'est de se rapprocher de Dieu, a priori, puisque c'est une religion monothéiste, le judaïsme, ou de comprendre voilà, les mystères de la création et Dieu. Là, le but, il est beaucoup moins cognitif à notre époque. Il ne s'agit pas de comprendre la nature surnaturelle du monde, mais plutôt d'en tirer un bénéfice personnel. Donc l'ésotérisme, les croyances ésotériques ou les éléments de ces attitudes-là sont vus de façon un peu instrumentale, comme des ressources pour s'améliorer, résoudre ses problèmes. Donc la première personne de ce centre de la Kabbale, Darren, 38 ans, a fait des études de comptabilité et a rejoint un hedge fund après avoir travaillé dans une banque. Donc, a priori, il y a un profil voilà, rationnel. Hein. La seconde personne, Catherine, une femme de 53 ans, vit dans un milieu ouvrier et vit à l'arrière-boutique de son magasin de retouches à la prospérité déclinante. Donc deux individus de classe sociale bien distinctes. Leur attitude vis-à-vis de l'enseignement dispensé est différente. Assurance et pragmatisme pour l'un, et pour l'autre, l'incertitude et une allégeance fervente. Car si Darren semble recevoir les dons de la lumière, entre guillemets, en abondance, entre parenthèses, il a rencontré sa femme au centre, il a connu une évolution de carrière, ils se font attendre pour Catherine, qui doute d'elle-même. De fait, Darren naturalise ce qui lui arrive de bénéfique. Hein, si ça réussit dans la vie, c'est parce que je suis bien en phase avec l'enseignement spirituel, c'est pas parce que ma classe sociale me prédispose à des événements plutôt positifs. Et met sur le compte des dons de la lumière la valorisation de son capital économique, social et culturel dans un centre qui pratique une endogamie sociale, alors que la seconde, donc Catherine, attribue son manque de rétribution à l'insuffisance de son engagement. Donc, culpabilisation et investissement supplémentaire, c'est parce que j'ai pas assez cru au truc que j'ai pas eu de récompense pour satisfaire mes besoins. Darren voit ainsi confirmer ses choix, ses valeurs et son habitude de classe, tandis que Catherine entérine sa position en réduisant ses projets et ses ambitions. La stratification sociale se trouve ainsi confirmée. Donc à travers cet exemple, on a quelque chose qui nous montre finalement qu'on n'a pas affaire à des religions contestataires ou à des spiritualités qui seraient alternatives au sens où elles contesteraient la hiérarchie des positions sociales ou quoi que ce soit de la société. Ce ne sont pas des pratiques qui ont une dimension véritablement contestataire, ou dans le meilleur des cas, elles ont une dimension de fuite par rapport à certaines valeurs dominantes, mais elles ne sont pas contestataires, elles ne font que renforcer la croyance des individus que leur vie est entre leurs mains et que quand ils échouent, c'est parce qu'ils n'ont pas cru assez. Donc, toujours dans cette mythologie du self-made man et de l'individu entrepreneur de soi. Les recherches ont montré que les spiritualités alternatives étaient principalement prisées par une catégorie sociale possédant un certain niveau scolaire, un premier diplôme universitaire. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure quand même. Les recompositions sociales liées à l'essor du néolibéralisme ont fragilisé ces classes moyennes. La classe moyenne disparaît, nous explique Christophe Guilly ou Louis Chauvel, un sociologue spécialiste des classes sociales. Fragiliser ces classes moyennes qui, d'une part, voient leur capital scolaire démonétisé du fait de la massification de l'enseignement supérieur, et de l'autre part, ne peuvent plus accéder à des postes aussi rémunérés et aussi stables qu'avant.
On a fait plus d'études que nos parents et pourtant on n'a pas l'emploi à vie, on est moins payé, on galère à trouver un premier travail. Rappelons que c'est surtout un phénomène de jeunes, donc il y a aussi beaucoup d'inquiétudes qui peuvent être liées à leur situation socio-professionnelle. Donc des classes moyennes en crise ou qui doutent de leur situation, déclassement partiel, qui ont besoin de réassurance finalement grâce au surnaturel. Cette fragilisation s'est accompagnée de l'individualisation des carrières, hein, et oui, avec les progrès voilà, du management individualisant, la fin des collectifs, des salaires liés à l'appartenance à une branche de métier ou à l'ancienneté. Donc individualisation des carrières dans le secteur économique. On sait ce que cela entraîne en matière d'aliénation de soi. Parce que l'individu contemporain ne reconnaît d'autre autorité que la sienne propre, il est contraint d'en subir également les conséquences. Si j'ai échoué, c'est ma faute, hein, c'est ce que nous explique, n'est-ce pas, le MEDEF, hein, pour aller vite. D'où sa quête permanente de ressources, qu'elles soient psychologiques, thérapeutiques ou spirituelles. Donc on a une explication, un début d'explication qui est proposé par Thierry Jobard. Ce sont des transformations finalement sociologiques et dans le domaine économique et social qui, entre autres facteurs, favorisent la recherche finalement de compléments avec ces croyances qui n'en sont pas vraiment ou qui le sont par intermittence. Mais on aimerait bien que, grâce à la bague magique, quand même, cette fois-ci, je vais avoir une promotion. Voilà. Donc, ça serait la montée de la montée de cet irrationnel hein, dans la société serait l'expression finalement de la fragilisation de certaines classes moyennes qui ont suffisamment de diplômes pour vouloir lire des bouquins, parce que c'est quand même un objet livre, hein, un rapport à la lecture. Hein. Il y a un budget aussi, hein, il faut acheter les pierres magiques et les formations en ligne. Donc, classe moyenne qui, ne politisant pas sa situation sociale précaire, eh bien, sont amenés à chercher des expédients dans le surnaturel. Ça confirme sinon que la religion est l'opium du peuple, en tout cas que c'est son exutoire ou que c'est un pansement pour des problèmes qui ont leur source ailleurs. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet exposé vous a intéressé. Ça pose plein de questions, ça fait pas du tout le tour du sujet. J'espère que ce sera le début d'autres vidéos sur ce thème qui me semble tout à fait intéressant. Et puis, je vous dis à la prochaine fois.